Dans une banque luxueuse en France, un homme noir entre avec un sac usé et une phrase qui suscite le rire « Je suis venu réclamer ce qui est à moi ». Ridiculisé par les employés et les clients, personne n'imagine que dans ce sac se trouvent des preuves qui remettront en cause la version officielle et révéleront que le bâtiment a été construit sur un terrain volé à la famille de Jeremiah. Ce qui semblait être de la folie se transforme en justice ancestrale aux yeux de tous. Au fait, un petit avertissement, plus de 60% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. Alors, si cette histoire vous touche de quelque manière que ce soit, inscrivez-vous maintenant, car ici, nous partageons des histoires vraies qui transforment des vies. Et cela, je vous le garantis, vous fera repenser tout ce que vous croyez sur la force, la mémoire et la dignité. Passons maintenant à l'histoire de Jérémie. Et préparez votre cœur. Jérémie Morel avait 73 ans et marchait comme s'il parlait à la terre. Silencieux, discret, toujours un pas en arrière du monde. Il vivait dans la banlieue de Montreuil, une commune de la région parisienne, dans un minuscule studio au 4e étage sans ascenseur, avec les fenêtres toujours ouvertes et un plan de rue qu'il avait hérité de sa mère. Dans les années 1980, il était portier, agent d'entretien et domestique dans plusieurs immeubles de la capitale. Il travaillait en silence, nettoyait avec précision, entendait tout. Personne ne se souvenait de son nom, mais il se souvenait de tout. Ce jour-là, il s'est réveillé tôt, a noué l'écharpe bordeaux autour de son cou. « Pour porter chance », a-t-il dit, et est descendu avec son sac en toile bleue taché, déchiré sur les bords et rapiécé de fils rouges. Dans ce sac se trouvaient des morceaux d'une vérité que personne ne voulait entendre depuis plus d'un demi-siècle. Des actes d'achat de terre, de vieux plans de la mairie de Saint-Ouen, des photos de famille tamponnées de la gendarmerie et une lettre manuscrite de la grand-mère racontant comment des soldats avaient envahi la propriété familiale et les avaient expulsés de force, sans un morceau de papier, sans un sou. L'héritage de son arrière-arrière-grand-père, un homme noir affranchi qui avait acheté ses terres à la sueur de sa vie, avait été englouti par l'avancée de la ville aux mains de l'État et du capital. Et voilà que sur ce même terrain s'est construite la banque Grémillon, symbole de l'élégance parisienne, où Jérémie travaillait autrefois comme agent d'entretien. Mais ce matin gris d'avril, il n'est pas revenu pour faire le ménage. Il est revenu pour réclamer. La banque Grémillon se dressait rue du Faubourg Saint-Honoré comme une forteresse de verre et de calcaire, avec des colonnes néoclassiques à l'entrée et un sol en marbre si blanc qu'il reflétait la lumière comme de la glace. Jérémie connaissait chaque recoin de cet endroit. Il avait déjà ciré ses escaliers en silence, ramassé des papiers par terre sans se faire remarquer, nettoyé des vitres où son reflet semblait toujours disparaître. Alors qu'il poussait la lourde porte tournante avec le sac suspendu sur son épaule, les regards furent immédiats. Deux agents de sécurité se regardèrent. Une représentante du service client blonde et maigre, avec un accent du Sud, laissa échapper son sourire pratiqué. Il ne ressemblait pas à quelqu'un qui avait des rendez-vous. Pour eux, il ressemblait simplement à un vieil homme déplacé. Mais Jérémie n'a pas hésité. Il s'arrêta devant la réception et dit, d'une voix basse chargée d'histoire, « Je suis ici pour vendre ce que j'ai à offrir. » Pendant une seconde, la salle de marbre sembla se figer. La fille cligna des yeux, comme si elle n'était pas sûre d'avoir compris. Un homme en cravate, qui attendait d'être servi, laissa échapper un rire étouffé. « C'est une blague ?» dit-il sans le cacher. Jérémie a ensuite déposé le sac sur le comptoir. Il sortit une vieille enveloppe et continua. « Je veux parler au directeur, François Lambert. Il me connaît, il sait qui je suis. » L'employé, visiblement mal à l'aise, déglutit difficilement et demanda un instant, serrant le téléphone plus fort que nécessaire. À l'étage présidentiel, François Lambert buvait son 3e expresso de la journée. C'était un homme à la voix lente, vêtu d'un costume sur mesure, avec un médaillon en argent hérité de son grand-père, accroché à son poignet comme un rappel constant de sa lignée.
Lorsqu'il a reçu l'appel de la réception lui disant qu'un monsieur nommé Jérémy Morel était en bas et disait le connaître, Lambert a froncé les sourcils. Il a fallu quelques secondes pour que le nom déclenche un souvenir. Le vieil homme qui balayait les couloirs au moment de la fusion avec la banque suisse. Il est descendu par curiosité, plutôt par arrogance. Je voulais voir ce que cet homme voulait et peut-être le renvoyer avec une poignée de main et une escorte discrète jusqu'au trottoir. Mais ce qu'il vit lorsqu'il atteignit le hall principal était autre chose. Jérémy ne se tenait pas comme un mendiant. Il était planté comme un arbre ancien, la main sur son sac et le regard ferme. Lambert s'approcha lentement. « Monsieur Morel, ça fait longtemps. » Jérémy hocha la tête. « Je ne suis pas ici pour des souvenirs, j'ai des preuves. » À ce moment-là, 2 clients filmaient déjà discrètement avec leur téléphone portable. L'une des caméras de sécurité a tout filmé. Lambert essaya de sourire, mais la sueur perlait déjà sur sa nuque. Le vieil homme sortit le premier document du sac, un acte de 1894, portant le sceau de la commune de Saint-Ouen et le nom de la propriété, Domaine Morel. Le même nom qui apparaissait jusqu'à aujourd'hui sur les fondations du bâtiment, mais personne ne savait d'où il venait. Le silence qui s'est formé dans cette salle était presque spirituel. Lambert tenait le papier comme s'il était chaud. Ses mains tremblaient légèrement. Ça doit être une erreur. Mais Jérémy sortait déjà le deuxième objet. Une vieille photographie en noir et blanc, aux bords ondulés, montrant une maison en bois à 3 fenêtres, un manguier en arrière-plan et un homme au chapeau tenant une houe. Au dos de la photo, écrit d'une main d'enfant, on pouvait lire « Pépé Jules devant notre maison, 1927 ». Lambert fit un pas en arrière. La réceptionniste, qui souriait auparavant, se tenait maintenant là, le regardant, les mains jointes, comme quelqu'un qui regarde un film changer soudainement de genre. Le rire s'est transformé en tension, et la tension, l'inconfort. Jérémy, sans hâte, sortit la lettre. C'était la dernière pièce du début, un papier plié en 4 avec des taches de vieillesse et des bords cassants. C'est la lettre de ma grand-mère. Elle avait 11 ans quand ils sont venus. Elle a tout vu. Lambert respirait par la bouche. Il lut les premiers passages à voix basse, en bégayant lorsqu'il rencontrait des mots forts. Expulsion, coup d'État, humiliation. La lettre détaille le jour où la police s'est présentée avec des ordres vagues, sans mandat, invoquant une réquisition d'intérêt public. Ils ont été expulsés avec ce qui pouvait tenir dans une brouette. La propriété est restée un terrain vague pendant 5 ans, jusqu'à ce qu'elle soit vendue, pour un prix symbolique, à un groupe d'investisseurs qui, des années plus tard, fonderait la banque Grémillon. Le calendrier était clair. L'injustice, crue. Lambert a essayé de réagir. Le visage encore pâle, il dit quelque chose comme « Il faut vérifier tous ceux avec notre service juridique ». Mais il était déjà trop tard. L'un des clients qui filmait discrètement avait mis en ligne la vidéo en temps réel sur Twitter, avec la légende « Un vieil homme noir entre dans une banque de luxe pour réclamer la terre volée de sa famille. Il apporte les preuves ». En quelques minutes, les retweets ont explosé. Les employés ont commencé à recevoir des notifications sur leur téléphone portable. Un responsable a discrètement tiré Lambert par le bras et lui a murmuré « François, c'est en train de devenir viral ». À ce moment-là, le marbre brillant du banc n'était plus un symbole de prestige, c'était une scène. Et Jérémy, sans changer le ton de sa voix, a pris le centre. « Je ne veux pas de charité. Je veux qu'on reconnaisse la vérité. » Sa voix était grave, lente, comme si chaque mot avait traversé des générations avant de sortir. Mon arrière-grand-père a acheté cette terre, et on l'a prise, sans procès, sans indemnisation. Et aujourd'hui, elle rapporte des millions à ceux qui ont oublié qui a planté les premières pierres. La phrase a frappé comme le tonnerre. Une femme de ménage, noire comme Jérémy, arrêta sa serpillière au milieu du couloir. Son menton tremblait. Un stagiaire regardait le vieil homme comme s'il voyait un personnage de livre devenu soudainement réel. Et Lambert, ne sachant que dire d'autre, se contenta de murmurer « Asseyez-vous, monsieur, on va parler ». Mais le vieil homme ne s'assit pas. Il a juste dit «
Je suis resté debout toute ma vie. Je peux rester encore un peu. La salle de réunion au 5e étage était utilisée pour les réunions avec les investisseurs étrangers et les principaux héritiers. Des chaises recouvertes de cuir italien, une table en chêne avec des détails dorés et un écran LED intégré au mur. Mais ce jour-là, la personne qui occupait le centre de la table était un vieil homme aux chaussures usées et à la chemise froissée. Jérémy a disposé soigneusement les documents sur le bois poli. Chaque papier était muni d'un trombone, chaque carte était plastifiée et même la lettre de grand-mère était protégée par un dossier transparent. C'était comme s'il savait qu'un jour, ce moment viendrait. Lambert est entré accompagné du directeur juridique et d'une conseillère en images qui envoyait déjà des messages frénétiques sur son téléphone portable. L'atmosphère était à la crise, mais Jérémy semblait en paix. Comme quelqu'un qui a traversé le feu et qui maintenant regarde simplement les cendres tomber. « Nous avons reçu vos documents. Nous allons les analyser en détail », a déclaré l'avocat. Jérémy hocha simplement la tête. « Mais je ne partais pas d'ici tant que ce dossier ne sera pas pris au sérieux. » Il n'a pas élevé la voix, il n'a pas menacé, mais il parlait avec une conviction qui éclipsait tout protocole. L'assistante en images a discrètement suggéré une rétractation publique, des excuses, voire une offre de compensation. Lambert l'interrompit d'un geste sec. Il le savait. Ce n'était pas un cas qui justifiait un communiqué de presse. C'était une bombe culturelle. Le bâtiment dans lequel il se trouvait avait techniquement été construit sur un terrain volé, avec des documents désormais sur la table, filmés, partagés et commentés avec des hashtags comme « Justice pour Morel » et « Dossier Mémoire Noire ». Pendant que le Conseil digérait la réalité à l'extérieur, la nouvelle parvenait sur les trottoirs de Paris. Des chaînes de télévision commencent à apparaître devant la banque Grémillon. Les journalistes ont tenté d'interviewer les employés qui allaient déjeuner. « C'est vrai ce qu'on dit sur un vieil homme qui réclame des terres volées ?» ont-ils demandé entre caméra et micro. Des graffitis sont apparus sur le côté de la berge le même jour. Un vieil homme aux bras ouverts, des racines sortant de ses pieds. Ci-dessous, un seul mot, retour. De vieilles vidéos de Jérémy nettoyant le hall, capturées par hasard dans les publicités institutionnelles de la banque, ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Et puis l'histoire a pris encore plus de force parce qu'il était toujours là, juste sous le nez de tout le monde. À l'intérieur de la pièce, Lambert savait qu'il ne pouvait plus se cacher. Il a tenté de gagner du temps en suggérant à l'avocat un comité de révision historique et une analyse des faits. Mais Jérémy, sans changer d'avis, ouvrit un dossier gris qu'il n'avait pas encore montré. De là, il a sorti un dossier contenant les reçus des impôts payés jusqu'en 1953, au nom de sa grand-mère. L'un d'eux possédait même un tampon de la municipalité elle-même, autorisant le prélèvement d'eau d'un puits désormais cimenté sous le garage souterrain de la banque. « Même la terre à mémoire », dit-il en posant le reçu sur les autres. L'avocat s'est affalé sur sa chaise. La phrase a fait la une du Monde le lendemain. En fin d'après-midi, alors que les derniers rayons du soleil perçaient à travers les vitraux de la façade, Lambert demanda une pause. Il se leva, passa ses mains sur son visage et quitta la pièce. Dans le couloir, il trouva la femme de ménage debout devant une fenêtre. Elle le regarda une seconde et dit simplement « Mon père a grandi là-bas. Il m'en parlait. » Et il se remit à frotter le sol comme pour offrir une bénédiction silencieuse. Dehors, des manifestants ont commencé à arriver avec des pancartes improvisées. « Justice pour Jérémy », peinte au pinceau mural sur un vieux drap. Il n'était plus un gentleman avec un sac. C'était désormais un symbole, et la banque le savait. À l'intérieur de la pièce, Jérémy restait debout. Il était épuisé, mais cela ne se voyait pas. Son dos transpirait, ses jambes lui faisaient mal, mais son corps savait que ce jour était plus grand que n'importe quelle douleur. Pendant que les directeurs discutaient de stratégie à un autre étage, il feuilletait lentement un album photo qu'il avait au fond de son sac. C'était son trésor personnel. Une photo de sa mère, encore enfant, avec les pieds sales et un large sourire. Une note manuscrite de son père, « Pardonne, mais n'oublie jamais ». Ce n'était pas une question d'argent.
Il s'agissait de se souvenir, à propos de faire en sorte que le monde se souvienne. Parce que pendant des décennies, tout ce qu'il a enseigné à ses petits-enfants sur la fierté, sur la terre, sur le nom, semblait être une invention. Et maintenant, tout était là, indiscutable, sous les yeux de ceux qui faisaient toujours semblant de ne pas voir. Le soir même, à 20h15, l'affaire fait la une des journaux télévisés de France 2. Un homme, une histoire, une vérité oubliée. Le visage de Jérémy est apparu à l'écran, accompagné de vieilles images de la propriété, de la lettre de sa grand-mère et de l'immeuble de la banque Grémillon. Les sociologues ont commencé à commenter l'impact symbolique de l'acte. Les historiens ont cité d'autres cas de dépossession silencieuse de familles noires et arabes dans la banlieue parisienne pendant la période d'après-guerre. Le hashtag #Décalé Mémoire Noire est devenu un sujet tendance en France, puis en Belgique. Même le ministre de la Justice a donné une interview disant qu'il faut faire face à notre passé, même quand il dérange. Jérémy ne regardait pas la télé. Il était assis dans le même modeste bureau, avec les documents déjà rassemblés et remis dans le sac. Il tenait un verre de thé à la menthe dans ses mains, comme s'il tenait une bougie allumée. Le lendemain, la banque a publié un communiqué de presse. Elle a été signée par Lambert, qui apparaissait sur la photo avec les yeux rouges et le visage fatigué. La banque Grémillon reconnaît les faits historiques liés au terrain de son siège actuel. Une commission indépendante sera entendue immédiatement. Nous engageons également à proposer un acte de réparation morale et matérielle à M. Jérémy Morel et à sa famille. C'était des excuses, oui, mais aussi un geste politique, économique et juridique. Pour la première fois, la banque a admis que sa fondation était fondée sur l'injustice. Pour la première fois, quelqu'un comme Jérémy a vu la balance de l'histoire pencher en sa faveur, ne serait-ce que pour un instant. Dans les jours qui suivent, Jérémy est sollicité par des universitaires, des journalistes et des hommes politiques. Il les a presque toutes refusées. Il a dit qu'il ne voulait pas être le vieux noir du service. Il a accepté de parler uniquement à un groupe d'étudiants en histoire de la Sorbonne. Il les accueillit chez lui, leur servit des biscuits au beurre et leur montra l'album, avec le soin d'un bibliothécaire protégeant les reliques. Il parlait lentement, avec de longues pauses, comme s'il revivait tout ce qu'il racontait. L'un des étudiants a pleuré en entendant la lettre de sa grand-mère. Un autre a demandé s'il se sentait en colère. Non, pas de la haine, de la fatigue peut-être, mais pas de haine. Et dans ce silence, le groupe a tout compris. Le poids de porter la mémoire d'une famille quand le monde essaie d'effacer votre nom de famille avec du béton. Peu après, la mairie de Saint-Ouen annonce la création du Centre Mémoire Morel, un espace culturel construit sur le même terrain où se trouvait l'ancienne maison familiale. La banque, sous pression, a fait don d'une partie de l'espace et a payé la construction. Au centre de la salle, une réplique de la vieille houe de l'arrière-arrière-grand-père de Jérémy a été installée, coulée en bronze, avec une plaque sur laquelle on pouvait lire « Ici a commencé une vie digne ». Le jour de l'inauguration, des centaines de personnes étaient présentes, certaines connues, d'autres anonymes, toutes debout. Lorsque Jérémy est arrivé, vêtu de la même chemise blanche qu'il portait lors de sa visite à la banque, il a été accueilli par de longs applaudissements qui semblaient traverser des années de silence comme un souffle chaud dans une nuit froide. Ce matin-là, il s'est passé quelque chose que Jérémy n'oublierait jamais. Une dame s'est approchée lentement, avec un foulard à motif noué dans ses cheveux et une vieille cicatrice près de son menton. Elle le regarda longuement dans les yeux, comme si elle cherchait dans des souvenirs oubliés, et demanda « Ta grand-mère, c'était pas Émilie? Émilie Morel ?» En entendant ce nom, les yeux de Jérémy se remplirent de larmes. « Elle m'a caché. Une nuit, j'avais 5 ans. Mon père avait disparu. Elle m'a donné du lait chaud et m'a chanté une berceuse. Cette femme avait été recueillie par sa grand-mère, cachée dans une pièce en bois lors d'une nuit de descente de police. Et maintenant, des décennies plus tard, elle lui rend l'appareil, avec un câlin. C'était la première fois depuis longtemps qu'il pleurait en public. En sortant du centre culturel, alors que le soleil était déjà haut dans le ciel et touchait les tuiles, Jérémy s'arrêta devant la réplique de la houe
et posa sa main sur le manche en bronze. Il ferma les yeux pendant quelques secondes. Ce n'était pas une réparation complète. Cela n'a pas ramené les années perdues, les histoires qui n'ont jamais été racontées, les visages qui ont été effacés au point d'être méconnaissables. Mais c'était un début. Et pour quelqu'un qui a passé toute sa vie à essayer de prouver que son histoire avait autant de valeur que celle de n'importe qui d'autre, c'était déjà beaucoup. « Merci, mémé », murmura-t-il. Et pendant un instant, le vent sembla répondre. Dans les mois qui suivent, Jérémie retrouve l'anonymat qu'il a toujours protégé. Il a refusé des invitations à écrire un livre, à donner une interview internationale, voire à réaliser un documentaire. Il a déclaré que son histoire n'était pas un spectacle, mais une cicatrice. Il passait ses journées à lire de vieux journaux, à se promener dans Montreuil, à arroser la rue depuis la fenêtre et à échanger des lettres avec ses petits-enfants qui vivaient à Marseille. Mais de temps en temps, je descendais à Saint-Ouen. Je me tenais devant le centre Mémoire Morel, regardant les jeunes aller et venir avec des sacs à dos colorés et des écouteurs. Un jour, il vit une fille dessinée sur le sol à la craie, un arbre aux racines géantes, avec des noms sur les feuilles. « C'est mon arbre généalogique », dit-elle. Jérémie sourit sans rien dire, et il est parti avec la poitrine pleine. Peu de temps après, il a reçu une lettre officielle du ministère de la Culture. Ils l'ont invité à recevoir une médaille pour contribution exceptionnelle à la mémoire collective. Il le lut, plia le papier et le mit dans le tiroir. Jamais répondu. Pour lui, ce qui comptait était déjà arrivé. Quelqu'un l'avait regardé dans les yeux et avait cru. Quelqu'un a dit « Je me souviens » au lieu de « Je ne sais pas » et c'était suffisant. Au fond, ce qu'il désirait n'était pas une médaille, mais plutôt un sentiment d'appartenance. Et même si cela avait pris 70 ans, ce jour où il était entré dans la banque avec un sac usé et une phrase discréditée, il avait finalement obtenu cela. Le droit d'exister avec un nom, avec une terre, avec une histoire. Aujourd'hui, si vous vous promenez dans Saint-Ouen un dimanche ensoleillé, vous trouverez peut-être un groupe d'enfants assis en cercle, écoutant une dame raconter l'histoire d'un vieil homme qui a défié un banc avec un sac en toile et une lettre de sa grand-mère. Peut-être voyez-vous un graffiti sur un mur qui dit « La mémoire ne meurt jamais ». Et peut-être, si vous y prêtez une attention particulière, pourrez-vous sentir le sol vibrer, comme si la terre se souvenait elle aussi. Parce que la mémoire n'est pas seulement ce qui est écrit, c'est ce que vous ressentez dans votre corps, dans l'odeur du café fraîchement moulu, dans le bruit des clés dans votre poche, dans la façon dont quelqu'un tient une vieille photo. Jérémie ne marche plus aussi régulièrement. Le temps fait son œuvre. Mais lorsque ses petits-enfants lui posent des questions sur cette journée, il ne parle pas des projecteurs ni des journaux. Il parle du goyavier qui n'a jamais existé à Paris, mais qui poussait dans ses rêves depuis qu'il était petit. Il parle de la houe de son arrière-grand-père, du lait chaud de sa grand-mère, de la lettre manuscrite. Et il dit « Ce jour-là, je n'ai pas crié. J'ai juste rappelé au monde que j'étais là. Et c'est tout. » Car lorsqu'un peuple est réduit au silence, sa douleur devient une graine. Et il suffit d'un homme avec du courage et de la mémoire pour faire fleurir la vérité. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.